on se voit tous les premiers vendredis du mois pour développer une thématique de gestion d'entreprise. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir avec nous Alexandra Bourse qui va développer cette thématique. Donc, je suis Soufiane Kachla, pour ceux qui ne me connaissent pas, directeur du tiers-lieu Le Rubixco. Et je vais laisser la main à Maxime pour pouvoir présenter les RET et présenter donc la thématique de ce matin. Le format et la thématique. Merci Soufiane. Bonjour à toutes et à tous. Donc en effet, je suis Maxime Lehoux, dirigeant d'ITP Emploi et Recrutement. Thématique RH aujourd'hui, j'ai plein de questions pour rebondir ce matin avec toi Alexandra. Et je représente aussi les RET. Je préside donc un groupement d'entreprises Entreprendre et Réussir dans l'Est Touraine qui intervient sur la communauté de communes de Touraine-Est-Vallée. Le groupement est composé aujourd'hui de 85 entreprises et l'idée c'est de fédérer les entreprises du territoire, favoriser les échanges, créer du lien avec les organisations économiques et nos élus pour mettre en place des actions en faveur du développement économique. Et donc on est présent tous les premiers vendredis du mois au Rubixco pour vous proposer nos petits déj pro. Alors moi je crois qu'on est plutôt sur le 37e ce matin, c'était dans la communication. Ouais. Donc tous les premiers vendredis du mois, on vous propose un petit déj pro, on vous fait intervenir un expert ou une experte d'un sujet sur une thématique de gestion d'entreprise. Donc toutes les thématiques y sont abordées et ce matin on va vous proposer une thématique RH. Et donc les petits déj pro, c'est un format en présentiel dans la salle, comment elle s'appelle cette salle? C'est la salle Oméga. C'est la salle Oméga du Rubixco à Montlouis-sur-Loire. Et aussi, on vous propose un format en distanciel sur Facebook Live, page Le Rubixco, où de 9h à 10h, on va vous proposer une thématique. Et donc là, des outils singuliers pour répondre aux attentes des salariés et s'adapter au marché de l'emploi. L'idée, on va parler de fidélisation des talents et il existe des outils pour former les managers ou mettre en place, vous, dirigeants, afin de travailler sur cette thématique. Et donc, pour dérouler la thématique, on a le plaisir en effet d'accueillir Alexandra Bourse, qui a fondé son agence qui s'appelle Watts Solutions. Moi, j'en ai terminé. C'est ça. Vous pouvez intervenir à tout moment sur Facebook Live, on sera là pour relayer. Et pour nous accompagner, on a Chloé Bellon qui est derrière les écrans pour l'organisation. Et en effet, Alexandra, donc, vu que c'est du Facebook, là tu es pile dans le cadre. Ouais. Tu as juste à ta droite, tu peux plus aller, bouger. Et à gauche. Je vais rester figée. La parole est à toi, on peut démarrer le 37e. Après, on aura un échange un peu plus global avec les participants. Bon, bonjour à tous, merci beaucoup à vous deux de m'avoir accueillis. En effet, moi je suis Alexandra Bourse, je suis cofondatrice du cabinet Watts, gestion en solutions de compétences. Mes diverses spécialités sont notamment la gestion des outils RH, c'est pourquoi j'interviens aujourd'hui. Et donc je vais vous présenter des outils singuliers. L'idée pour moi, c'est de vous présenter ce qui existe sur le marché, sans jugement aucun. Certains sont adaptés à vos entreprises, d'autres pas du tout. Donc, je ne serai absolument pas là pour vous présenter des outils à sélectionner à tout prix, mais plutôt pour vous éveiller l'esprit sur ce qui existe et pour justement vous permettre d'interagir en fonction de vos problématiques le cas échéant. Déjà, l'enjeu pour tout patron d'entreprise est de trouver le juste équilibre. Vous avez une stratégie, un cap à tenir, des équipes à embarquer avec vous. Et pour autant, il faut jongler avec des contraintes assez fortes, l'économie mondiale en ce moment, et je vous dirais même depuis 2020 avec le Covid quand même, bouscule pas mal sur les enjeux financiers, les stratégies à aborder. L'arrivée des modèles hybrides liés au Covid et aussi liés à la tension du marché, la génération Z. Alors, je ne vous en ferai pas une généralité, mais la génération Z partage des convictions que d'autres générations suivent également, mais en tout cas, ça a un vrai impact. Les transitions écologiques, mais aussi technologiques, on parle beaucoup d'IA depuis maintenant plus d'1 an. Quel impact ça peut avoir sur vos organisations, quel impact cela peut avoir sur vos équipes, leur appréhension du métier. On parle beaucoup de qualité de vie au travail, je ne vous parlerai pas de risques psychosociaux, mais plutôt de qualité de vie au travail et attentes associées. Et puis, je l'ai mis à la fin, parce qu'on ne l'aime pas trop.
un cadre réglementaire qui, lui, est réel et avec lequel il va falloir apprendre à jouer. J'aime beaucoup dire, en fait, qu'il est important de maîtriser le cadre réglementaire pour après le transformer en opportunité. C'est dangereux, en fait, de le subir et de l'imposer, et du coup, ça peut manquer de sens. Donc, vous verrez, ma façon d'aborder les choses, c'est de jouer avec. Donc en fait, plein de facteurs viennent un peu chambouler les choses. Et en fait, ton propos, peut-être que dans 6 mois, il faudra soit rajouter une brique, soit en retirer une, exactement. Et en fait, ça bouge tout le temps et ça vous oblige à la notion d'agilité constante. Le marché de l'emploi, clairement, la guerre des talents, j'aime pas du tout ce terme, mais je l'utilise quand même. Mais en tout cas, la guerre ou les talents? La guerre. Après, les talents... aussi. Voilà, exactement. Mais pour autant, les grilles de rémunération sont envolées. Ça doit être aussi des contraintes en tant que chef d'entreprise réel. Finalement, c'est quoi le bon prix du marché? Est-ce qu'à un moment donné, ces valeurs financières ne sont pas excessives? Voilà, il y a plein de questions qu'on peut se poser associées à tout cela. Alors, du coup, je vous propose de faire un focus. L'économie mondiale, il y a eu le Covid qui a impacté fortement toutes les organisations, les pénuries de matières premières. Là, on parle beaucoup des pénuries aussi en pharmacie, de médicaments et autres qui perturbent pas mal l'organisation. Les guerres qui font peur, les guerres en Ukraine, tout ça, ça crée quand même vraiment une grosse pression anxiogène, autant en tant que dirigeant qu'en tant que salarié, et peut vraiment conduire nos salariés finalement à changer d'entreprise parce qu'ils se posent les questions, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je ne veux pas, bref, tout ça influence quand même pas mal. L'énergie, l'année dernière, toutes les entreprises ont eu des fortes hausses de prix d'énergie, ont dû se repenser sur leur consommation globale, et puis l'inflation, pour les entreprises comme pour les salariés, qui vont vous demander d'avoir un impact sur leur rémunération le cas échéant. Donc tout ça, c'est une réalité. J'en parlerai pas plus, promis. L'enjeu, c'est d'être plutôt positif, mais en tout cas, c'est une réalité qui a fortement influencé les comportements d'aujourd'hui. Et je ne l'ai pas évoqué là et je ne l'évoque pas après, mais je vous dirais aussi l'hyperconnectivité. On est tous hyper connectés, tous dans l'ultra-production, qui met également une pression dans les organisations, et notamment le Covid avec le télétravail, avec toute cette obligation en fait, de travail à distance, a mis une pression forte où certaines études scientifiques disent que en fait, on est au maximum de nos capacités de gain de temps. Et donc, beaucoup de salariés sont déjà en fait charrettent et ne peuvent pas récupérer des missions supplémentaires dans leur quotidien. Alors ça, c'est un discours qu'on portait beaucoup l'année dernière, puisque l'IA, avec l'automatisation des métiers, en tout cas de certains process, va refaire gagner du temps. Et puis, beaucoup d'entre nous, on revoit nos utilisations des outils informatiques. Par exemple, pour ma part, j'ai quasiment retiré 70% de mes notifications sur l'ordinateur ou sur mon téléphone, ce qui me fait gagner un temps fou. Donc, on commence tellement à maîtriser nos outils qu'on regagne du temps. Mais 2020-2021 était compliqué pour beaucoup. Et puis, on ne va pas se cacher, il y a toujours une rupture des technologies. Il y a des gens qui sont très à l'aise avec les technos et d'autres beaucoup moins. Bref, une économie mondiale qui vous oblige, en tant que dirigeant, à être vigilant sur vos investissements, à être vigilant dans vos prises de décision. Puis un marché de l'emploi en tension. On dit qu'il y a 8 métiers sur 10 qui sont en tension. Voilà. En toute objectivité, je ne sais pas le dire. C'est ce qu'on lit à peu près partout. Je vous l'ai écrit parce que je l'ai trouvé dans beaucoup d'articles. Mais je ne sais pas vous en faire une affirmation absolue. La relation au travail côté génération Z fait que ça a changé les codes. Il faut aller plus vite. Vous avez tous dû entendre parler de la candidature en un clic. Là où il y a encore 10 ans, on parlait d'une belle lettre de motivation, d'un CV adapté. En fait, maintenant, on dit les candidats sont fainéants, il faut qu'ils puissent cliquer en moins de 30 secondes. Et donc, idéalement, 3 clics, c'est super.
parce que finalement, la relation et l'identification du talent, on l'a fait après, mais pas au moment de la candidature, enfin, pas au moment du dépôt du CV. Ça casse tous les codes. Et puis, il faut l'accepter et puis il faut jouer avec. Je vous dirais même que certains recruteurs ne lisaient pas les lettres de motivation, donc peut-être que c'est pas si grave de ne pas mettre tout de suite de lettre de motivation. On peut peut-être la mettre après, dans le processus. Voilà. Peut-être une fois qu'on a rencontré le candidat, lui demander de nous faire une lettre de motivation après avoir compris le contexte, là ça devient intéressant. Il y a une vraie demande de flexibilité. Alors, il y a une montée absolue de la qualité de vie au travail, il y a beaucoup d'articles. Alors, moi, j'arrive pas à savoir si c'est associé à la tendance ou à une attente absolue, mais on invite toutes les entreprises à proposer des horaires flexibles. Est-ce que si on n'est pas dans un accueil de public ou un accueil du service, est-ce qu'on est obligé de commencer à 9h00 ? Et si vous avez des profils qui préfèrent commencer un peu plus tard, est-ce qu'il ne faut pas rester plus souple ? Bref, on en parle beaucoup, on parle beaucoup de flexibilité. Et du coup, c'est dans l'esprit des candidats. Moi qui fais du recrutement, j'ai des candidats qui me disent, de toute façon, s'il n'y a pas de télétravail ou s'il n'y a pas de full remote, on arrête là l'échange. Le candidat, pour certains, sur les métiers très en tension, notamment dans la tech, impose leurs règles. Et ça marche. Donc, tant mieux pour eux, j'ai envie de vous dire. Le recrutement est en mutation. Et ça, c'est compliqué, je trouve, pour les chefs d'entreprise ou les représentants des ressources humaines. Historiquement, on mettait une annonce en ligne. Alors là, je vais faire vraiment ma vieille. Il y a 15 ans, il fallait au moins mettre l'annonce sur Pôle emploi. Si j'étais en recherche d'emploi, je savais que je trouverais une annonce sur le Pôle emploi. Aujourd'hui, c'est plus obligatoire du tout. C'est plus obligatoire du tout. Et chacun choisit son système d'annonce. Je trouve que c'est compliqué pour les candidats de trouver les offres d'emploi, tout comme c'est compliqué pour les patrons d'entreprise de trouver les bons candidats. Et en même temps, il y a un marché de l'emploi caché où beaucoup d'entreprises ou beaucoup de cabinets ne diffusent même plus d'annonces et vont chercher exclusivement les candidats sur LinkedIn. Finalement, comment annoncer clairement que je suis en recherche d'emploi ou à l'écoute et comment identifier les bons profils au bon moment. Bref, ça se complexifie. Quand on est à l'aise avec le sujet, on y arrive. Mais en tout cas, j'entends bien toutes les difficultés des entreprises qui disent que les candidats ne sont pas là, qui disent que les candidats ne veulent pas travailler. Moi, je pense que des fois, certains candidats ne voient même pas l'annonce. Un exemple très clair, Indeed propose aujourd'hui de mettre vos annonces gratuitement en ligne. Si vous les payez, donc si vous les sponsorisez, il faut payer au nombre de CV réceptionnés. J'ai fait le test, on reçoit 10 fois plus de candidats. Ça, on ne vous le dit pas. Et donc, on se dit, de toute façon, c'est le même moteur de recherche, donc ça ne change rien. Sauf que 10 fois plus, ça veut dire que l'algorithme fait en sorte que votre annonce soit bien plus visible. Il y a plein de critères comme ça qui rentrent en jeu. On parle de plus en plus d'expérience candidat, comme d'expérience client, comme d'expérience salarié. Vous êtes une entreprise, vous devrez offrir une expérience. Et c'est ce qu'on attend de vous. Et c'est ce qu'attendent de vous les salariés. Et ça, c'est aussi un nouveau schéma mental à avoir, où il faut être très au clair sur ce que vous offrez à vos collaborateurs. Et en plus, il y a une augmentation forte des départs volontaires et arrêts de travail. On a parlé beaucoup de la grande démission ou de la démission silencieuse. Ça, c'était fortement marqué 2021-2022. Vous savez ce que c'est, la grande démission, la démission silencieuse? La grande démission, c'est le nombre important de départs volontaires, soit en démission, soit en rupture conventionnelle. Et la démission silencieuse, c'est la plus dure pour les chefs d'entreprise. C'est un salarié qui décide de lever le pied volontairement en disant je vais en faire le moins possible et qu'il l'assume. Et en 2021-2022, vous aviez certains salariés sur les réseaux sociaux qui s'en vantaient et qui, quel que soit le métier, se prenaient en photo, fiers de partir à l'heure, fiers
d'être en télétravail, mais de faire autre chose que son temps de télétravail. Et donc ça, c'est difficile, puisque quand vous avez un salarié, vous attendez qu'il soit productif parce que vous avez vraiment besoin de sa disponibilité. Et puis, par contre, c'est une réalité encore aujourd'hui, c'est une augmentation notable des arrêts de travail. Vous avez une augmentation incroyable d'arrêts de travail. J'en ai encore échangé avec la médecine du travail de Blois et c'est observé et continu. Et ça, c'est un vrai problème également pour les organisations, pour les entreprises, quelle que soit leur taille. Un monde en transition. Les salariés, vos clients, aussi vos fournisseurs, sensibles à la RSE et vous demandent de rendre des comptes. Quand on est une entreprise de 250 à 300 salariés, le cas échéant, il y a même une obligation supplémentaire, soit dans la démarche qu'on appelle GEPP, c'est la gestion des emplois et des parcours professionnels. Vous êtes obligé d'anticiper la transition écologique. Et puis vous avez aussi des obligations en fait, de communiquer de votre rapport non financier et de votre engagement sur justement tout ce qui est RSE. Donc RSE, c'est tout ce qui est environnement, mais aussi l'inclusion, l'engagement sociétal, l'engagement local, toutes les actions que vous pouvez entreprendre. Et puis il y a la révolution technologique avec l'IA, où l'IA, c'est pas forcément ChatGPT, l'IA, ça peut être juste l'automatisation de processus, hein. Ça fait déjà partie de nos vies depuis des années, mais ça commence à prendre une part très importante, c'est que ça commence surtout à impacter les métiers des salariés en général. Donc tout ça, ça vous demande de l'agilité, ça vous demande de repenser vos modèles très régulièrement. Et là où historiquement une entreprise, on lui demandait à construire son parcours à 3 ans, ben finalement vous repensez vos parcours tous les 6 mois. C'est assez perturbant, j'ai envie de vous dire c'est aussi assez animant et intéressant, mais c'est savoir se dire, d'oser tenter des choses, peut-être même si vous n'y croyez pas, vous n'êtes pas convaincu de le tester en mode POC pour voir si ça marche ou pas et de changer de solution le cas échéant. Mais en tout cas, vous avez cette obligation d'agilité, quelle que soit votre organisation. Et puis en plus, alors vraiment, je commence par les trucs pas rigolos. Je vous présente mes excuses et après, je vous promets, on voit les choses d'un côté plus positif. Après, vous avez un cadre légal qui est beaucoup moins agile que ce qu'on vous demande, ce que vous voyez à la radio, à la télé. Vous lisez les journaux, on vous dit d'être agile et il faut être souple, sauf que y a un cadre légal qui est là et avec des risques réels. Le premier que je voudrais que vous ayez à l'esprit, et ce pourquoi on parle beaucoup de qualité de vie au travail, c'est celui-ci, c'est l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité physique, mais aussi mentale de ses salariés. Aujourd'hui, c'est une obligation absolue de l'employeur. Et donc, vous devez l'avoir à l'esprit. C'est votre obligation numéro 1. C'est d'ailleurs pourquoi, en entreprise, dès les premiers jours, on a tendance à dire dès la première semaine, vous devez avoir formé vos salariés aux formations liées à la sécurité. La sécurité, c'est normalement votre pilier numéro 1. C'est votre valeur 1. Oui, également aussi, oui, pardon. C'est ça le truc le plus complet. Ouais. Exactement. C'est résultat et c'est obligatoire. Et d'où notamment ces formations obligatoires, mais ça doit faire partie de votre quotidien. Et c'est complexe, parce qu'il y a des choses qui vous échappent. Non, mais déjà celle-ci, elle est obligatoire dès la première semaine. Et ma connaissance du marché me laisse entendre que beaucoup l'ignorent, cette obligation déjà numéro 1. Et après, c'est mettre en place plein d'actions pour le garantir, comme vous avez dit, de garantir les résultats. De mettre en œuvre les moyens, mais d'en mesurer les résultats, pour pouvoir garantir cette obligation. La difficulté du chef d'entreprise, il ne maîtrise pas tout. Quand on lit la phrase « mettre en place les mesures nécessaires », ça veut dire quoi? Ça dit plein de choses. Ça veut... C'est une obligation de résultat. C'est ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'obligation de faire ça. Il y a un nombre de choses. Le but, c'est qu'il n'y ait pas d'accident. S'il y a un accident, il doit y avoir mise en défaut, et on est sur le pénal. Accident ou potentiellement, comme on est aussi sur le mental, les risques liés à l'harcèlement et autres, mais
Du coup, là, ça va plutôt jouer en conflit juridique le cas échéant. Ouais. Ouais, là, oui, là, il y a une démarche Lourde. aléatoire. Ouais. Oui, mais en tout cas, ça pèse sur votre quotidien. Et c'est une réalité. Donc ça, c'est l'avoir à l'esprit. Et donc, quand on sait qu'il y a des facteurs externes, comme je vous l'ai dit, l'économie mondiale, qui peut aussi influencer sur le comportement des salariés, bah, c'est prenant parce que finalement, vous avez des obligations, mais il y a aussi des facteurs externes qui jouent en fait sur le terrain. Après, vous avez un cadre légal lié à la fidélisation des salariés, parce que quand on parle de fidélisation, on parle aussi de lutter contre le turnover, qu'on soit bien d'accord. Donc, quels sont vos moyens pour éviter de conduire vos salariés à vous quitter et de se sentir bien? Donc, je n'ai pas évoqué les parcours d'intégration, que j'évoquerai après, qui sont une évidence parce qu'ils ne sont pas contraints par un cadre légal. Mais en tout cas, liés à l'employabilité de vos salariés, le fait de justement de les recevoir et de savoir quel est leur souhait d'évolution professionnelle, donc les outils plus ou moins associés à la fidélisation, légalement, vous êtes contraint par ces outils-là. Le premier, l'entretien professionnel. C'est un entretien obligatoire à minima tous les 2 ans. Il concerne tous les salariés. Beaucoup pensent que ça ne concerne que les CDI. Non, ça concerne les CDD, les alternants. Et donc si par exemple vous avez un CDD qui ensuite se transforme en CDI, on prendra bien sa date d'ancienneté du CDD. Donc ça court tous les salariés quoi qu'il arrive. Donc cet entretien, il est obligatoire tous les 2 ans. Et en plus, là où il est très contraignant, et c'est peu maîtrisé, c'est que la loi vous indique précisément ce que doit contenir un entretien professionnel. Et donc, si votre entretien professionnel ne répond pas à la norme, il peut être considéré nul et donc être considéré comme un entretien qui n'est pas un entretien professionnel. Donc, c'est quand même relativement important. Également, il ne doit pas être confondu avec l'entretien annuel. Donc, l'entretien pro vous parle, fait le bilan des actions de formation de votre salarié, vous permet d'évoquer avec votre salarié ses besoins de formation à venir. Vous devez théoriquement parler de ses projets professionnels, éventuellement de la rémunération. Il y a d'autres endroits aussi qui sont dédiés, donc après, c'est des choix à faire. Mais surtout, vous devez lui évoquer ce qu'est le CPF, ce qu'est une VAE et ce qu'est le CEP, le conseiller en orientation professionnelle. Et donc, tout ça doit apparaître. L'entretien annuel, on l'a tous à l'esprit, en tout cas souvent, toutes les entreprises le font bien. C'est le bilan de l'année, quels sont tes objectifs, quel est ton niveau de compétence lié à la description de fonction. L'entretien annuel ne peut pas être confondu à l'entretien pro, ça aussi c'est la loi, c'est-à-dire que si vous animez les deux en même temps, c'est aussi nul. Vous pouvez les animer en même temps, mais ça doit être 2 formulaires distincts. Bref, c'est quand même pas très flexible tout ça, pas très agile. Donc ça, c'est votre obligation. Et ça, quelle que soit la taille de votre entreprise. Beaucoup disent moi je suis moins de 50 donc je ne suis pas concernée. C'est pas vrai. Toutes les entreprises sont concernées par l'entretien pro. Par contre, les risques associés sont différents si je suis une entreprise de moins de 50 ou une entreprise de plus de 50. Si je suis une entreprise de plus de 50 salariés, tous les 6 ans, alors aussi ça c'est pas très agile, tous les 6 ans, date d'anniversaire de l'ancienneté du salarié, ou date d'anniversaire de la loi, tout dépend les références, vous devez faire un bilan pour vérifier si votre salarié a bien eu à minima 3 entretiens pro tous les 2 ans, donc pas 3 entretiens pro les 3 premières années et puis rien par la suite, ce serait trop facile, mais 3 entretiens pro à minima tous les 2 ans, et une action de formation dite non obligatoire. Je suis chauffeur, un renouvellement de cassette, c'est une formation obligatoire. Je suis comptable, je suis formée au logiciel de mon entreprise, qui est un logiciel unique à mon entreprise, c'est une formation obligatoire aussi. Une formation non obligatoire doit me permettre de favoriser mon employabilité. Et donc ça, c'est une obligation. Donc une action de formation non obligatoire, 3 entretiens minima tous les 2 ans. Et donc si je ne suis pas conforme, je suis censée faire un versement spontané sur le compteur CPF de mon salarié de 3 000 €. Et il n'y a personne qui vous le dit. Personne ne vous le rappelle. C'est fin mars. Pour l'année dernière. Enfin, cette année, ce sera en mars 2024.
au plus tard. Et vous auto-déclarez spontanément. Et puis, tout le monde s'attend à ce que les contrôles commencent l'année prochaine, donc là en 2024. C'est la DRETS qui pourra vous contrôler. Si vous n'êtes pas conforme et que vous n'avez pas déclaré votre non-conformité spontanément, vous devrez payer 3 000 € sur le CPF de votre salarié, plus 6 000 € au trésor public. Par salarié. Les sommes sont très peu réfléchies, en fait. C'est incroyable. Exactement. Le potentiel, ouais, potentiellement, c'est ça. Exactement. Je me souviens qu'à l'époque de la déclaration de la loi, parce qu'en plus c'était une loi un peu pervers qui est arrivée au fur et à mesure, certaines grosses structures avaient un risque potentiel d'1 million d'euros. Ouais. Et donc il faut savoir que certains ont fait le choix sciemment de ne pas déclarer tout le monde. Enfin, tout le monde a espéré longtemps que ça se casse et qu'on change. Et beaucoup ont espéré sur le Covid. Et finalement, cette loi, ça reste une réalité. On pense qu'il y aura de la tolérance sur les premières années de mise en conformité. Mais là, cette année, je pense qu'auront lieu les vrais premiers contrôles. Donc, il y aura une prise de conscience. Pardon ? Non, non, non. Les grosses structures qui sont très bien informées, on en est tout à fait d'accord. Par contre, pour les plus petites, pour lesquelles l'appréhension de cette loi a été complexe, en tout cas, mais ça va être une réalité. Et surtout, moi, ce que je voudrais vous alerter, c'est que, surtout, en cas de contentieux, le risque est toujours aussi présent. C'est-à-dire qu'en cas de contentieux avec un salarié peut vous reprocher de ne pas avoir respecté cette obligation et donc peut vous verser 3 000 € sur son CPF, le cas échéant, ou de lui indemnité. Donc, le risque, il est à plusieurs niveaux. Les entreprises de moins de 50, elles n'ont pas l'obligation des 3 entretiens pro tous les 2 ans et de l'action de formation. Par contre, elles sont bien soumises à leur obligation de formation. Donc la formation, on ne les embêtera pas sur la non-conformité des 3 entretiens tous les 2 ans. Ce n'est pas là-dessus où elles sont pilotées. Le gouvernement dit que les moins de 50 sont exclusivement soumises à ces obligations en matière de formation. Exactement, non obligatoire. L'action de formation non obligatoire. Quantité de formation obligatoire, je déjà pour que ça, on va donner obligatoire, je ne sais pas comment je vais faire. Oui. Parce que des jours de formation, avant ils étaient pris en charge par les organismes paritaires, ils ne sont plus pris en charge. Moi j'avais un budget 0, il n'y a pas si on faisait un budget rapidement, c'est la fille, quoi. Exactement. Alors c'est compliqué. Il y a plusieurs enjeux qui peuvent être mis en place. Je vais vous dire 2.14 qui est devenu plus facilitant potentiellement pour les employeurs, c'est qu'une action de formation n'est plus forcément une action de formation en salle. Ça peut être une action de formation en situation de travail, ça peut être une action de formation à distance, donc il y a une vraie souplesse sur les modalités pédagogiques. Par contre, l'obligation absolue, c'est la vérification de l'acquisition de la compétence. C'est-à-dire que si j'ai été formée par un confrère qui est un expert, par contre, mon employeur va devoir juste vérifier que j'ai bien développé ces compétences et que je suis devenue plus performante, plus compétente dans mon quotidien. Et donc, il y a des décisions qui peuvent se prendre comme ça, où vous avez peut-être des salariés qui sont... La certification, elle ne suffit pas. La certification délivrance de la formation. Alors, si tu es en travail, c'est ton collègue qui t'a formé. Donc oui, là, juste avoir dit je t'ai formé 2 heures, ça ne suffit plus en théorie. Alors bien sûr, c'est le critère de pilotage que l'entreprise va avoir, mais une formation, c'est une formation qui a suivi une évaluation d'acquisition de compétences et de montée en compétences. C'est ça le texte. Alors, du coup, ça peut s'inscrire dans des parcours de mobilité ou de progression. Oui, par exemple. Peut être formé par son tuteur, oui. Ça peut s'inscrire d'une manière plus large. Exactement. Du salarié au sein de C'est ça, de sa structure, exactement. Et c'est pour ça que l'enjeu, mais après, l'enjeu, c'est d'en donner du sens et de faire des choses bien et de bien maîtriser le contexte pour après avoir un terrain de jeu avec lequel on peut s'exprimer.
C'est difficile. Ouais. Mais c'est très compliqué. Et moi, quand j'étais en entreprise, j'ai passé beaucoup de temps à solliciter la DREETS pour avoir une définition claire qui ne l'a jamais été. Donc, à force de lire des textes, je vous en fais une très claire. En gros, pour faire très simple et que ce soit facile pour vous, une formation non obligatoire doit contribuer à l'employabilité de votre salarié, c'est-à-dire employabilité soit au sein de votre entreprise en évoluant, soit en changeant d'entreprise. C'est votre obligation, en tout cas, c'est le souhait du gouvernement. Notamment dans le cadre, vous savez, des fermetures des usines type Michelin, où en fait on a eu des personnes qui se sont retrouvées sans emploi avec des formations trop spécifiques à l'organisation et donc qui n'étaient pas employables à l'extérieur. C'est employable, c'est très bien. C'est bon, parce que là, tu peux faire des parallèles assez faciles. Par contre, tu as un logiciel interne que seul toi utilises, ça ne fonctionne pas. On est dans l'industrie, vous avez des machines qui sont uniques à votre organisation, c'est formation à l'utilisation de la machine. C'est une formation dite obligatoire parce qu'elle est obligatoire à la bonne réalisation de son métier dans votre entreprise. Si vous ne pouvez pas faire de parallèle, c'est considéré comme une formation obligatoire. Après, une formation obligatoire, c'est nécessaire à la bonne santé de votre structure, bien sûr. Si vous n'avez pas de salariés compétents, ça ne marchera pas. Voilà. Exactement. Et donc ça, c'est bon. Et ça, vous devez en garantir une tous les 6 ans. Non obligatoire, une tous les 6 ans. C'est votre obligation. À ça s'ajoute moins de 50 salariés, donc vous avez l'obligation en matière de formation. Il n'y a pas de versement volontaire, il n'y a pas de contrôle de la DREETS. Votre risque il se situe véritablement en situation de contentieux. Parce que votre salarié, si vous reproche la non-réalisation de sa formation, de son développement professionnel, vous avez des risques de dommages et intérêts. Ça, c'est une réalité. Alexandra, petit point timing, on est à la moitié du petit déj pro, 9h30. Ça devrait être pas mal. On Je suis sur vraiment les trucs pas drôles. Après, hop, on se lâche. L'entretien forfait jour, c'est pour les cadres. Si certains ont des cadres, vous avez l'obligation de faire un point 1 fois à 2 fois dans l'année sur sa bonne utilisation du forfait jour. Est-ce qu'il a ses bons temps de repos? Est-ce qu'il a posé ses congés, ses RTT ou autres? Donc ça, c'est une obligation également. En moyenne, ce qu'on observe, c'est en contentieux, les dommages et intérêts s'élèvent entre 6 000 et 10 000 euros. Et puis, nouveauté, l'entretien télétravail. On vous dit qu'il faut être flexible, on vous dit qu'il faut être agile, on vous parle en tout cas de moyens plus adaptés pour vos salariés. Maintenant, il faut faire aussi un entretien télétravail 1 fois par an. Pour pouvoir s'assurer que votre salarié travaille en bonne efficacité, en situation de télétravail, et un entretien dédié à ça. Aujourd'hui, il n'y a pas de sanction, mais il n'y a pas de contentieux non plus en référence. Donc, c'est au-dessus de vos têtes. Potentiellement, moi, je vous invite à faire l'entretien télétravail si vous êtes concerné. C'est un entretien qui doit se faire en visio? Comme tu veux. Alors ça, tu vois, l'entretien pro est très contraignant. Les autres, après, en vrai, les autres, l'entretien forfait jour, vous pouvez l'intégrer dans l'entretien annuel ou l'entretien télétravail aussi. Ouais, ça s'intègre assez facilement. Mais tout ça, ça fait partie de vos obligations. C'est l'entretien annuel qui doit être distingué. dissocié. En fait, l'entretien pro doit être identifiable et à part. Voilà. Après, l'entretien forfait jour, l'entretien télétravail, tous ces entretiens dits obligatoires, moi, je vous invite toujours à avoir une trace, une signature, enfin, voilà. Les formaliser, oui. Ouais, exactement. Hervé? L'entretien télétravail, moi je suis dans une structure coopérative, j'ai un directeur qui fait le travail, qui fait l'entretien. Du directeur? En soi, c'est les seules personnes qui ne sont pas soumises à cette obligation. C'est un directeur qui est salarié. J'ai un directeur salarié. Oui, c'est le président de la structure. Voilà, c'est ça, c'est la personne. Il y a un conseil d'administration, le président, alors qu'est-ce qui ce rapport avec le conseil d'administration, le président? Moi, j'aurais tendance à dire le président, le cas échéant. Après, tout dépend l'intérêt de l'organisation. Ça peut être aussi le référent RH. Parce que là, l'entretien, il n'est pas obligatoirement animé par le manager
Donc, ne connaissant pas votre organisation, ça peut être un point télétravail assuré par la personne qui joue le rôle des RH, par exemple. C'est un entretien qui va parler des conditions de télétravail. Donc, ça peut être animé par la référente télétravail en soi. Vous voyez ce que je veux dire? Par contre, l'entretien fort. C'est une petite structure, il y a 15 salariés, voilà. L'entretien forfait jour, à mon avis, c'est plus cohérent que soit le président, quoi. Comme il n'a pas de patron, son patron, c'est le conseil d'administration. En fait. Mm. Là, c'est le patron, c'est le président du conseil d'administration, c'est le patron du conseil d'administration. Ou le RH. Ouais, c'est ça. En fait, Par délégation. En fait. voilà, c'est ça. Enfin, à vous d'identifier la personne la plus pertinente. Pas forcément si on parle juste des conditions de... Dans tous ces entretiens, en vrai, le lien hiérarchique n'est pas obligatoire. Je trouve que ça n'a aucun sens de ne pas être animé par le manager. Pour l'entretien professionnel. Mais c'est pas vrai pour ce qui est associatif, c'est pas vrai pour ce qui est public. C'est différent, le cadre est différent. Ça, c'est pour une boîte privée. Là, sur un cadre associatif ou coopératif, c'est peut-être pas la même chose. Quand j'ai regardé le site du gouvernement, ça concernait bien tout le monde. Toutes les entreprises. Quelle que soit la structure. Le public, c'est pas ça. Sûr. Pour le- Pas l'entièreté, il y a aussi des entretiens, il y a aussi un suivi, mais c'est pas la Là, même. c'est toutes les entreprises, pas C'est les des organisations conventions publiques. collectifs, c'est des coopératives, c'est des conventions collectives coopératives, et si ça passe aussi. Non, mais le droit du travail privé, il s'applique aux associations et aux salariés, aux associations et aux coopératives. Pareil. Les publics, c'est différent, mais je pense que... C'est similaire. Ouais, s'il y a une convention collective en plus, c'est-à-dire que vous êtes pas forcément en plus. Après, ça a toujours plus de sens que ce soit animé par le manager, le responsable, mais tous ces entretiens, certaines sociétés décident de confier l'animation de ces entretiens qu'au RH. Non, supprimer le télétravail au directeur. Non, mais s'il n'y a pas d'accord télétravail, c'est pas comme ça. C'est le premier point qu'il faut vérifier. Oui, est-ce que vous avez un accord télétravail ou pas? Bah voilà, donc il n'y a pas d'entretien. Oui, mais s'ils font du télétravail sans accord, Bah, ça, c'est autre chose. c'est pas terrible non plus. Enfin, on pourra évoquer le sujet. C'est pas marqué dans le contrat de travail, c'est pas écrit. Ouais. Mais si vous le faites réellement, en cas de contentieux, alors je pense que votre dirigeant, a priori, il faut espérer qu'il n'y ait pas de risque, mais en cas de contentieux, ne pas avoir d'accord télétravail et jongler sur le fait que c'est pas écrit alors que c'est fait, c'est risqué. Il est quand même préférable aujourd'hui, dans notre monde actuel, de normer les choses. Donc, au travers de tout ça, moi, je vais vous présenter quelques exemples de bonnes pratiques et puis je ferai un focus sur un outil que j'ai développé, mais je vais vous donner plein d'exemples. Ce sont des modèles d'organisation qui se font dans des très grosses structures, mais comme également des plus petites. Okay, donc, il n'y a pas de généralité. Le modèle d'orga a conduit, par exemple, à se repenser et notamment, ça a conduit à amener la semaine à 4 jours. Plus en plus d'entreprises se testent sur la semaine à 4 jours, qui les oblige à repenser leur organisation absolue pour pouvoir justement effectuer les 35 heures sur une semaine, sur 4 journées. Donc c'est bien, pas travailler moins, mais travailler autant sur une durée de 4 jours au lieu de 5. Les horaires variables. Certaines structures ont ouvert la possibilité de réaliser finalement leur journée de façon libérée, si on peut dire, avec par contre un socle commun, mais après chacun glisse comme il le souhaite. Et ça, c'est des opportunités qui sont proposées. Le choix du rythme télétravail. Vous avez aussi des structures qui soit imposent le rythme, 1 jour, 2 jours, et d'autres qui laissent le choix aux salariés de faire par exemple 50% de télétravail, ou même faire du full remote, donc être constamment à la maison. C'est le choix de certaines structures. Et en plus, dans les modèles d'organisation, notamment sur le forfait jour, donc ça c'est le jeu aussi avec les obligations légales, certains ont mis en œuvre aussi des organisations qui sécurisent sur la déconnexion. Par exemple, les serveurs sont coupés, mais vous envoyez quand même des mails, mais ils seront reçus que le lendemain matin. Comme ça, on est sûr que dans les temps de travail dits théoriques de déconnexion, personne n'est perturbé, mais ceux qui en expriment le besoin, qui ont besoin de traiter leurs mails en dehors, ils peuvent quand même le faire. Le droit à la déconnexion, ça ne doit surtout pas être l'interdiction de travailler le cas échéant si c'est plus adapté à votre mode de fonctionnement. Mais c'est créer des rythmes où les flux de données se circulent dans les temps de travail dits acceptables.
Rémunération et avantages. Beaucoup de structures, on a parlé de l'envolée des rémunérations, beaucoup de structures ont dû repenser leur modèle de rémunération, bien sûr spontanément sur le fixe, pour vérifier que leur rémunération était au marché, mais beaucoup ont retravaillé. Les variables sur la performance de l'entreprise ou individuelle. L'opportunité, il y a certaines structures, par exemple sur Tours, qui rémunèrent leurs salariés s'ils sont apporteurs d'affaires. Ils gagnent un pourcentage sur l'affaire gagnée. Ça peut être du coup motivant, quel que soit leur job, qu'ils soient commerciaux ou pas. Ou qui donnent des jours de congé. En jour, voilà. Le choix du matériel. Je suis plus Apple ou je suis plus Android, et ben je choisis le matériel et ça, c'est un atout génial parce que j'ai pu choisir mon PC et mon téléphone. Pour ceux pour lesquels le matériel n'a pas de sens, ça peut paraître complètement décalé, et pour d'autres, ça a une vraie valeur. Les chèques déjeuner, les congés supplémentaires, la participation liée à la mutuelle ou la prévoyance. La mutuelle, il y a beaucoup de boîtes qui disent aujourd'hui 100% de prise en charge par l'entreprise. Et c'est très valorisé et c'est très apprécié des salariés. Un CSE dynamique. Alors, il y a d'autres structures, je ne me les suis pas marquées, mais je voulais juste vous les citer, qui sont allées encore plus loin. Je vous en parle à la fin. Je pense que certains vont crier. Mais voilà, il y en a qui sont allés très loin dans les propos. Trajectoire pro. C'est encore une fois des structures de base. Est-ce que la job desk, elle est bien calée ? Est-ce qu'elle est calée sur le quotidien de mon salarié ? Définition de job desk. Pardon, description de fonction. Excusez-moi. Ouais, la description de fonction ou la job description. Est-ce que le terrain de jeu de mon salarié, il est clair ? Est-ce qu'il correspond aux réalités de mon entreprise d'aujourd'hui, mais aussi de demain ? Votre enjeu en tant qu'employeur, c'est de permettre à votre salarié de voir ce qu'il va faire aussi demain et de le projeter sur les attentes d'évolution. Vous êtes peut-être satisfait de son travail aujourd'hui, mais vous attendez peut-être plus de lui demain, donc c'est déjà lui donner la voix. Valoriser la prise d'initiative. Il y a certaines entreprises qui permettent aux salariés de tenter des projets, de se lancer des challenges, soit business ou autres, donnent carte blanche. Et encore une fois, que ce soit des grosses ou des petites structures, vraiment, mais cette volonté de valoriser. Conduire des groupes projets, des... Exactement. Et vraiment, je ne suis pas manager, je ne suis pas chef, mais j'ai une bonne idée. Et ben j'ai le droit, mon patron, il me donne une enveloppe et j'ai le droit de le tenter. Et peu importe son statut. Exactement, c'est ça. Voilà. Par exemple. Voilà. Et moi, je suis le référent et je l'organise. Ouais, voilà. Et c'est en effet en mode POC, on essaye, ça marche pas, et après on déploie. La transmission de savoir, l'identification d'experts, comme je vous ai dit, pour pouvoir justement former avec les forces internes. En fait, on a des salariés qui sont brillants sur certains sujets, ou d'autres même qui sont passionnés par d'autres sujets qu'on ignore, et ils peuvent apporter beaucoup à l'entreprise. Une fois par an pour refaire le point sur le projet de chacun et finalement comment on pourrait projeter l'entreprise demain. La communication sur les valeurs et les engagements. Comment je valorise mes actions concrètes en termes de prévention, sécurité, environnement, sociétal. Comment je communique. Alors vous le voyez généralement sur les réseaux sociaux, ça marche bien. Et attention parce que aussi ça peut avoir des travers. Trop communiquer ou communiquer des choses fausses, c'est dangereux. Moi j'ai côtoyé des boîtes de com qui m'ont dit c'est pas parce que c'est tout à fait vrai qu'on ne peut pas le dire. On peut en parler. Parce que c'est à moitié vrai. Bon, je ne suis pas sûre de ça. Je crois au contraire que ça fait beaucoup de mal aux entreprises. Donner l'opportunité aux salariés de s'impliquer sur la feuille de route. Nos stratégies, nos valeurs, l'engagement, on va emmener où notre boîte, les faire participer. De plus en plus d'attentes justement d'être dans de la collaboration. Tous vos salariés ne pourront pas, mais certains pourront. Et alors, là, c'est des pratiques innovantes. Baromètre de l'humeur. Il y a certains salariés mettre des smileys de je suis content, pas content, moyennement content. Voilà. NPS, comme un client, est-ce que je ferai la promotion de ma boîte ? De faire un point une fois dans l'année pour dire est-ce que je valoriserai ma structure à l'externe ? Des challenges sportifs.
pour la qualité de vie au travail, de se dire que le sport, c'est pour la bonne santé des salariés, eh ben, on va leur faire de l'action. Les vacances illimitées. Il y a certaines structures là, qui ont ouvert les vacances illimitées du moment que les objectifs sont faits. Et donc, on pose quand on veut, autant de temps qu'on veut, nos congés. La possibilité d'être en télétravail à l'étranger jusqu'à 2 semaines dans l'année. C'est-à-dire de partir et de bosser à l'étranger parce qu'on a envie de changer. Il y a certaines boîtes qui utilisent l'IA contre le turnover. C'est-à-dire qu'ils ont acheté une application qui leur permet d'alerter sur telle personne, a priori, vu les algos, risque de démissionner. Donc, on vous conseille de l'augmenter, on vous conseille de le recevoir, on vous conseille tout ça. Des assessment centers, c'est-à-dire des... Je ne vous ai pas dit que j'aimais tout, hein. Je vous dis ce qui existe. Ouais, je vous ai dit que je vous allais vous éclairer. Après, je n'ai pas dit. J'ai vu. J'ai rien dit. Donner un accès illimité à des formations. On parle des formations, ça coûte cher. Et ben, il y a certaines sociétés qui vous proposent un catalogue illimité de formations. Bon, ça peut être un choix. Après, est-ce que vos salariés suivent les bonnes formations? Je ne sais pas. De l'assessment center ou développer les experts, les coachs internes. Ça, c'est plus les grosses structures où, en fait, leurs salariés pour être coach. Globalement, toutes ces pratiques innovantes sont quand même très orientées surtout pour les grosses structures. Si on veut faire, admettons, l'ensemble de ce qui est présenté ici, ou une partie, en tout cas, on est quand même sur des structures qui sont conséquentes. Une PME, TPE, il faut qu'elle sélectionne, elle peut participer à, elle peut avoir un modèle d'organisation. D'ailleurs, pour moi, le modèle d'organisation et la rémunération, ça va ensemble, hein, c'est un package, mais c'est quand même très orienté pour les grandes structures. Parce qu'il faut quand même des moyens humains derrière pour traiter ensuite les résultats. Je pense par rapport au baromètre de l'humeur. C'est super chouette de demander à son salarié tous les jours comment il va. Et derrière, si on demande son humeur et que personne ne traite... Ah non, mais soyons très clairs. Je pense que personne ne les traite. Tout le monde est content et je pense qu'une à 2 fois par an, on regarde. Oui, voilà. Mais que ce soit petite ou grande entreprise, je pense que voilà, c'est plus pour faire joli. Voilà. Mais c'est pratiqué. Moi, je l'ai nuancé, moi je l'ai fait, j'ai mis en place des boîtes assez conséquentes. Tout est automatisé. Donc en fait, les résultats, on les a à un instant T. Alors, c'était pas une fois par jour. Non, une fois par jour, c'est beaucoup. Hein. Ouais, mais c'était une fois par semaine. Et pour le coup, il y avait une personne qui vérifiait. Et là, ça avait du sens parce que c'était pas du bullshit. Moi, je parle bien hebdo. Hein. Journalier, c'est dangereux et je vois pas l'intérêt. Pardon. Oui, journalier. Journalier, c'est hyper dangereux, ça sert à rien. Mais ça peut être utilisé au contraire, justement, de manière hyper intelligente, sans que ça prenne trop de temps parce que c'est de l'automatisation, pour justement valider les ambiances, etc. Dans je pense, une PME de 15 personnes, 20 personnes, avoir quelqu'un qui soit en capacité de traiter cette donnée ou disponible pour... Aujourd'hui, c'est offert dans les outils SIRH et c'est proposé. Après, sur le hebdo, il y a plus de sens de le mettre au début de semaine, en fin de semaine, peut-être fin de semaine. Est-ce qu'on est fier de sa semaine? Moi, sincèrement, je pense que journalier ou hebdo, c'est beaucoup, personnellement. Oui. Par contre, le faire ponctuellement et de façon bien maîtrisée, et pour moi, ça a du sens si on le mesure et qu'on met une action derrière. Si on le mesure et qu'on ne sait pas quoi en faire derrière, c'est dangereux. Mais après, le baromètre de l'humeur, si on le met une fois par mois, par exemple, le salarié va exprimer son humeur à l'instant T. Il ne va pas se dire, il faut que je réfléchisse comment ça s'est passé mon mois, et c'était plutôt positif, je vais mettre un sourire. Parce que ça me semble... En fait, ça dépend de ta tournure de phrase. Ça peut être, est-ce que tu es satisfait de ton mois passé? Tu vois, en fait, tout dépend comment tu le fais. Après, quoi qu'il arrive, tu peux être intéressé. Moi, je fais le parallèle par rapport à ma fille qui est en maternelle et il y a un paramètre de l'humeur. Et tous les matins, les enfants, ils mettent s'ils sont contents, pas contents. Et en fait, ça permet à l'institutrice de les gérer dans la journée. S'ils savent qu'ils ne sont pas contents, ils vont les gérer différemment dans la journée que s'ils sont contents, ils peuvent un peu plus les laisser en autonomie. Après, effectivement, là, l'isolement, c'est encore... Oui, mais est-ce que tu auras le panel quand même des trois états ou il n'y en a qu'un? Est-ce que c'est fait pour traiter quelque chose au quotidien et être réactif, ou est-ce que c'est fait pour récolter de la donnée et puis traiter avec des solutions derrière
En fait, Ça dépend de comment on veut le mettre en place. Bah ouais, c'est ça. Aujourd'hui, voilà ce qui existe. Après, il faut y mettre du sens. On a C'est Jean-Philippe vraiment sur ça le plus Facebook important. qui dit « Le problème, c'est qu'on a des ouvriers qui sont toujours de mauvaise humeur. Ouais, du coup, tu leur demandes pas. Moi, c'est réglé. Ça marche. Alors, il me reste 10 minutes. Donc, moi, la seule chose que je veux dire aussi, c'est que dans tout ça, moi, dans ma vision des choses, c'est que le plus important, c'est de ne pas oublier le manager. Le manager, ça reste un acteur central. Et donc, du coup, dans ces outils, il faut se demander, est-ce que c'est développé pour faciliter le quotidien des managers? Est-ce que c'est pour répondre à la conformité? Est-ce que ça va être compris par tous? Parce que des fois, justement, ce baromètre de l'humeur ou autre, bah, on le fait, mais à quoi ça sert? Et finalement, on sait qu'un millefeuille de nouvelles solutions, mais il faut surtout que ça ait du sens. Et surtout, est-ce que c'est adapté à ma stratégie? Je le fais pour ma stratégie, oui, non. Et puis, est-ce que c'est ma stratégie actuelle ou à venir? Et donc, n'oublions pas que quand même, quand on parle de fidélisation, quand on parle de turnover, oui, on dit que la cause majoritaire, c'est la rémunération, mais aussi, le manager est un acteur quand même clé sur la fidélisation ou le turnover des » salariés. Et souvent, donc, dans nos TPE, n'oublions le pas. manager est le dirigeant. Aussi. Donc, ouais. Donc, faut pas l'oublier. Et donc, moi, l'enjeu, c'est de penser aussi des outils pour répondre à tout ça et de façon très pragmatique, pas hésiter à penser à des choses simples. Je vais vraiment faire juste une présentation très rapide. Je vais challenge 5 minutes et après conclure, on sera bon. Moi, par exemple, j'ai développé une méthode que j'ai appelée la méthode RESI, qui est un outil de management RH qui répond à beaucoup des conformités qu'on a évoquées là, notamment à la qualité de vie au travail, aux entretiens pro et autres. En accompagnant une entreprise qui avait une problématique pour embarquer ses salariés dans l'efficacité professionnelle et dans les objectifs de l'entreprise, on leur a développé un outil et on lui a donné un nom de méthode qui s'appelle la méthode RESI. Elle permet de piloter le parcours pro sur 12 à 24 mois. Vous vous souvenez, l'entretien professionnel, c'est soit tous les 2 ans à minima, certaines boîtes décident de l'animer tous les ans. Donc nous, on s'ajuste en fonction avec un parcours qui peut s'étendre sur 12 à 24 mois. L'idée, c'est un peu à l'image du marketing, c'est d'avoir son calendrier des événements RH. Moi, en tant que responsable RH de structure dans mon passé, souvent les managers disaient « Ah, encore, mais on a fait l'entretien pro il y a 6 mois, pourquoi on doit faire l'entretien forfait maintenant ?» Et en fait, ça manquait de sens parce que ça ne s'inscrivait pas dans un calendrier, parce que les managers ne comprenaient pas l'intérêt de chaque rendez-vous. Et donc, l'idée, c'est de leur donner cette visibilité dans l'année ou dans les 24 mois. Et comme tu disais tout à l'heure, avec l'aspect cadre légal, juridique, ouais. légal, là, finalement, son calendrier, il est subi, quoi. C'est de l'instant T et il n'y a pas de projection. C'est ça. Et là, au moins, on sait de quoi on va parler, comment on va animer les choses, et c'est plus clair. La méthode RESI, elle s'adapte aux enjeux RH et à la stratégie de l'entreprise. C'est difficile pour moi de vous dire un outil est adapté ou pas si je ne connais pas votre structure, si je ne connais pas votre organisation. Il y a des choses qui seront adaptées à une entreprise, pas à d'autres. Et là, l'enjeu, c'est que cet outil, il s'adapte. Et bien sûr, on aborde plusieurs sujets, les objectifs, le projet pro, la qualité de vie au travail, comme je vous l'ai dit, les besoins de formation. Et surtout, et moi, ce que j'adore, et c'est comme ça que je fonctionne, c'est que les entretiens, du coup, obligatoires, ils sont noyés dans cette méthode et ils apparaissent comme une opportunité et plus comme une obligation. L'enjeu, c'est de plus le faire parce qu'on est obligé. Pourquoi on fait l'entretien pro? Parce qu'on est obligé, mais parce que ça a du sens. C'est vraiment l'idée. RESI, c'est inspiré de l'escalade. Ça veut dire résistance. En escalade, un grimpeur doit mettre en place sa RESI pour pouvoir réaliser son ascension, pour réaliser l'expédition qu'il a prévue dans l'année. Et donc, ce terme me semblait adapté dans le monde professionnel. Si on a un objectif, un cap, une stratégie d'entreprise, on va déployer des actions pour être résistant et y arriver. Et le manager, du coup, en manager central, on le positionne en tant que coach de ses équipes. Et lui, il doit accompagner ses équipes pour qu'ils soient efficaces. Plutôt que de parler de qualité de vie au travail, moi, je parle d'efficacité. Parce que je pense qu'on est efficace quand on est bien, surtout. Et sur l'atteinte de ses objectifs. Et enfin, l'escalade, je l'ai choisi parce que c'est ouvert à tous. Il y a autant de femmes que d'hommes brillants dans leur domaine. Et donc, on est parfaitement dans l'inclusion et c'est une communauté qui est très ouverte. Donc, ça collait beaucoup à mes valeurs. Donc, c'est pourquoi j'ai pris l'escalade. L'idée, c'est que c'est un modèle qui se compose en 4 étapes.
Et en fait, on a construit les choses pour que l'entretien, il y ait 4 rendez-vous dans l'année phare. Chacun des rendez-vous ne durera jamais plus d'1 heure. Je pense qu'un entretien managérial de 2 heures, c'est épuisant et on se dit trop de choses et on oublie beaucoup. Donc l'idée, c'est 1 heure maxi. Qu'on pourrait généraliser à l'ensemble des réunions. Par exemple. Ouais. Alors, du coup, je vous redirai un truc après. Je garde c'est ça. juste un petit message caché qui veut dire qu'il ne faut pas dépasser 1 heure ce matin. Exactement. Mais regarde bien, j'ai ma montre. Je suis concentrée. Je plaisante. La première étape, c'est ce que j'ai appelé le pas de départ. Le pas de départ en grimpe et en escalade, c'est le premier mouvement pour monter l'ascension. Et donc, sur le pas de départ, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris l'entretien annuel, qui est un entretien que tout le monde pratique, mais qui, lui, n'a aucune obligation légale ni de conformité. Donc, on l'a cassé en 2 et on a juste consacré cet entretien à la définition des objectifs de l'année à venir. On refait l'état de la réussite des objectifs de l'année passée et puis on se projette, c'est quoi ma feuille de route sur l'année et c'est tout. Et donc l'idée, c'est vraiment d'y voir clair, qu'est-ce que je vais réaliser dans ma période de 12 mois à 24 mois. Le deuxième, c'est ce qu'on appelle l'engagement. L'engagement en escalade, c'est de quoi je vais avoir besoin pour réaliser mon ascension. Si je suis junior, je vais peut-être avoir besoin de matériel. Je vais peut-être avoir besoin d'un grimpeur expérimenté qui va être avec moi, qui va me montrer la voie, où je vais être plus ou moins assurée, où je vais prendre une voie un peu plus facile. Et finalement, l'engagement, c'est le choix du matériel pour réussir. Et bien, du coup, on y a greffé l'entretien professionnel. L'entretien pro, c'est qu'est-ce que je veux faire, de quoi j'ai besoin en termes de formation. Et donc, on y a intégré cet entretien à l'intérieur. Et l'objectif, c'est de se faire le point sur tous les nécessaires. Et donc, l'engagement, c'est le moment où on parle des besoins de formation, de mon développement, de moi et de ma carrière. La partie RETA, RETA en escalade, c'est le rétablissement. Quand je monte, à un moment donné, j'ai un point de grimpe où je suis stable. Et donc là, je me pose pour après redonner la bonne impulsion et aller jusqu'en haut. Et bien en fait, c'est la qualité de vie au travail, ça. C'est finalement comment je sais m'écouter pour me poser, pour après appuyer plus fort et aller plus loin. La qualité de vie au travail, c'est pas faire du baby-foot. C'est finalement comment faire pour être toujours efficace, bien dans ma peau, productif et aller dans le bon sens avec mon entreprise. Donc là, le RETA est consacré principalement à faire le point sur la prévention, la sécurité, donc au-delà des moyens, aller aux résultats. Et donc, on y a greffé aussi l'entretien télétravail, le forfait jour. L'idée, c'est d'aborder tous ces sujets obligatoires. Et enfin, la dernière impulsion, je vais au bout, et là, j'atteins mon sommet. Et là, on a repris la deuxième partie de l'entretien annuel. C'est quoi mon coup de rétroviseur de l'année? Quels ont été mes faits marquants? Qu'est-ce que j'ai appris? Et en même temps, on y greffe l'évaluation des compétences génériques de l'entreprise. Et ça me permet de faire un état réel de mes acquisitions de l'année. Qu'est-ce que j'ai pu développer comme compétences? Quelles ont été mes réussites? Et de se poser avec mon patron ou ma patronne pour les évoquer. Tout ça avec de la data. L'idée, c'est que chaque moment et chaque entretien génère automatiquement de la data pour avoir une vision claire et permettre après au chef d'entreprise, lors d'un comité de carrière, d'avoir une fiche synthétique de ses salariés et de savoir justement s'il y a un indicateur sur la qualité de vie au travail où il y a des alertes et on peut faire des actions, si les objectifs ont été menés correctement. Bref, c'est de vraiment avoir une visibilité en quelques chiffres, jamais plus de 10 chiffres, pour prendre les bonnes décisions. Parce que trop de data tue la data aussi, donc c'est complètement risqué. Il est -2, c'est ma conclusion. L'idée, c'était de vous dire que là, je vous ai évoqué que des solutions. Je ne vous ai pas dit quoi choisir. Je ne connais pas votre entreprise. Ça n'a pas de sens pour moi de vous dire quoi entreprendre. Par contre, ce qui est sûr, c'est que vous serez obligé d'être agile. Ça, c'est une réalité. Et moi, j'aimerais que vous gardiez 3 idées en tête. La tendance, ça ne rime pas forcément avec performance. On vous parle souvent de ce qui est tendance de faire. On le fait parce que les autres le font. Ouais, et s'ils font un truc nul, est-ce qu'on le fait vraiment? Enfin, la tendance, pour moi, il faut toujours bien l'analyser pour prendre les bonnes décisions. Le pouvoir, c'est quand ça a du sens. N'oubliez pas votre manager, le dirigeant, le cas échéant, c'est lui qui incarne finalement les messages. Et moi, j'estime qu'en tant que RH, toute ma carrière
et en tant que consultante, est destinée à donner l'opportunité aux managers d'être plus performants. On ne doit pas exister, nous. Nous, on doit être juste des facilitants. Et enfin, moi j'adore ce terme, la simplicité, la sophistication suprême. En fait, c'est bien les trucs simples. Donc ça peut être très techno, mais il faut se dire c'est simple, et quand c'est simple, ça reste, ça fonctionne et ça marche. Donc privilégier. Ah oui, c'est jamais. D'où ton titre des outils singuliers. Exactement, c'était tout à fait ça. Ça peut être original, mais surtout ça doit rester simple. C'est la priorité. Tu as parlé d'agilité. Je pense qu'on peut dire aussi et surtout, il faut être acteur. Exactement. C'est tout à fait agile. Ça. Ouais, acteur agile et savoir justement identifier finalement. Vous êtes des dirigeants, vous savez mieux que personne qui est bon pour votre société en fait. Donc faites-vous confiance et tentez les choses et vos salariés ils pourront jamais vous en vouloir d'avoir testé, entrepris les choses. Ils vous en voudront de rien faire et de rester statique, ça c'est sûr. Mais l'inverse pas du tout. Alexandra, merci. Merci on arrive vous. Du coup à la fin de ce petit déj pro. Éventuellement, est-ce qu'il y a des remarques, des questions également sur Facebook c'est le moment. Je vous propose 5 minutes pour approfondir ou partager. Questionner. Hervé. Est-ce que vous faites de l'escalade? Alors, non. Non, mais mon neveu en fait, je le suis beaucoup et ma fille en a fait, donc ça fait partie de mon quotidien. Donc c'est pas un choix fait par hasard, ça fait bien partie de mon milieu. Puis on a tous été des grimpeurs, les enfants grimpent. Et puis je trouve que l'idée de fixer un objectif et de s'élever, ça colle bien. Ouais. Oui, ça colle assez bien avec le monde professionnel et moi, c'est toujours ce qui m'a animée professionnellement. Alors, je pense que tout professionnel passionné a envie d'aller plus loin et s'élever à chaque fois. Léa, est-ce que tu as des remarques Est-ce que ces outils te parlent? Oui, ce qu'Alexandra a donné comme outil me parle et surtout je le remarque sur le marché de l'emploi. Voilà, il y a certaines entreprises, alors moi je travaille avec des TPE comme des grands groupes et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'entreprises qui essaient en tout cas de déployer des nouvelles méthodes de travail, d'organisation pour justement se substituer aussi à la rémunération, puisque la rémunération elle s'est envolée ces dernières années. Et je trouve que tous ces éléments que tu as cités sont en fait des éléments des outils compétitifs sur le marché de l'emploi et qui permettent justement aussi de fidéliser ces talents, certes, et puis d'attirer de nouveaux talents. Donc, oui, moi ça me parle. Et comme tu l'as dit justement, évidemment tous les outils ne sont pas adaptés à tous les types de structures, à toutes les activités. Parce qu'il y a une nouvelle technologie dans le service, vraiment très facile de mettre en place le travail. Dans les industries, ça l'est beaucoup moins. Ça crée en effet des clivages parfois entre le corps cadre et le corps employé, mais c'est aussi une réalité. Donc comment on vient ajuster ça et ces outils permettent justement d'ajuster. Et je pense qu'il ne faut pas toujours réfléchir de façon globale, générale. C'est la difficulté des entreprises, c'est qu'aujourd'hui, il faut aussi... on parlait tout à l'heure des indicateurs avec les services, par exemple, indicateurs de bonne humeur. C'est pas dire tous nos services se mettent en place. Non, si le manager, pour son service, a envie de mettre en place cet indicateur, parce que ça va l'aider dans le management de son équipe au quotidien, c'est très bien. Mais voilà, il faut essayer d'avoir, pareil pour le télétravail, dans une industrie, par exemple, on a tendance à dire, on a des accords télétravail, mais vous, c'est de quoi parce que les opérateurs ne peuvent pas y avoir droit. C'est de dire peut-être que les opérateurs, vous n'avez pas le droit à du télétravail, par contre, ils vous offrent dans l'année 5 jours de congés supplémentaires parce que les cadres ont le droit à du télétravail. Voilà, ça peut être des choses comme ça. Et là, est-ce que tu lances pas un message en disant que le télétravail, c'est des congés? Non, juste. Alors, oui, c'est vrai. Alors, oui, c'est pas faux. Par contre, un télétravail, il y a quelque chose qu'il faut quand même recevoir, c'est que quand le cadre est en télétravail, c'est déjà une souplesse, c'est aussi des frais supplémentaires en moins. L'opérateur, il est obligé de prendre sa voiture pour aller travailler, donc il y a des frais de déplacement. Donc en fait, quelque part, le cadre gagne déjà souvent plus que l'opérateur. C'est un avantage un peu en nature. Et en plus de ça, il fait des économies parce qu'il mange chez lui, donc il ne va pas au restaurant, il ne se déplace pas avec sa voiture. Donc
d'un autre côté, voilà, il y a l'opérateur qui dit bah mince, moi je suis obligé de venir travailler, en plus je suis payé un petit peu plus que le SMIC, donc c'est pas juste. Donc comment on rééquilibre? Donc là on parle d'équité en fait. Et Léa, tu évoquais tout à l'heure justement les très petites structures et notamment un panel d'exemples qui était pris et qui, selon toi, était plutôt adapté à des grosses structures. Est-ce que tu voyais d'autres choses pour compléter sur des très petites structures? Ce qui serait adapté aux très petites structures, des idées comme ça qu'on pourrait lancer, ou enfin Léa ou d'autres. Non, là j'ai pas d'idée immédiatement. Comme le disait Alexandra, je pense que ça dépend vraiment de l'organisation, de son activité. Voilà, je pense qu'il faut étudier avant d'utiliser un outil. Et puis de la stratégie de l'outil aussi qu'on va mettre en place. Ouais, la semaine de 4 jours, par exemple, souvent on pense que c'est pas adaptable dans les petites sociétés et puis type artisanat, etc. Ouais. Alors que c'est souvent celles-là qui l'ont fait. Ouais, de manière hyper innovante, c'est-à-dire que voilà, une boîte artisanale, ça fait 5 ans en fait qui fonctionne en semaine de 4 jours. Avec des déplacements chez les clients, des interventions, etc. Donc souvent on se dit ouais, et puis ils sont 7 ou 8, je crois. Ils sont pas nombreux, ils doivent être sur le terrain. Et ça fait 5 ans que le vendredi, en fait, la boîte est fermée et c'est le patron à ce moment-là qui intervient. Donc il y a une autre organisation qui s'est mise en place en fait, et lui assume complètement en disant mes équipes, elles ne bossent pas le vendredi, c'est moi qui bosse à leur place. Et ça fidélise ses équipes et autres. Il y a un turnover de zéro. Après, le marché est tellement recruté, il y aurait besoin de recruter. Et ça n'est pas une fonction, mais qui ne suffit pas. Mais on peut, voilà, pas de turnover. Ouais. Après, on le voit sur des activités en déplacement aussi. Ils travaillent du lundi au jeudi soir. Ouais. Et puis, Il y a plus en plus, par exemple, on parle d'artisans, de coiffeurs, c'est bête, mais ils travaillent le samedi, ils travaillent un samedi sur 2. Il y a des organisations comme ça. À La Rochelle, il y a un boulanger, il est plus pas la semaine. Enfin voilà, il y a des. Après. C'est adaptable, en tout cas, tes solutions. Elles ne sont pas que pour les gens. Ce que tu as présenté, Ouais. c'est pas que pour les boîtes. Ouais, c'est ça. Parce que moi, je peux le faire sur les têtes, je peux le faire en interne, mais on a un magasin, on va faire 4 jours par semaine, déjà on est ouvert que 5 jours et demi ou 6. Et donc, quand je donne à l'un, le problème, c'est l'humain. Enfin, moi, mon gros problème, L'équité. l'équité. Oui, mais l'autre, elle finit pas, oui, mais l'autre, elle finit machin, oui, mais l'autre, mais toi, t'en penses là, ah oui, mais ça, du coup. Et ça, je regarde pas. Voilà, c'est ça, toute la journée, en fait. Et moi, je trouve que les rendez-vous, tout ça, c'est bien l'obligation. Mais quand est-ce qu'on les fait 1 heure par personne, 20 personnes, 80 heures, je les cale où? Je les cale quand? C'est ça mon problème. Nous, Ça peut pas être délégué? On n'est pas que Si, ça peut être délégué. un boulot, plus le RH, plus la gestion, Ouais. plus tout ça. Et les clients? En fait, les clients, et puis une famille. On essaie aussi d'avoir une famille. Ben, moi, je sais que j'ai. Comme tu évoques, moi, j'ai une structure qui m'a demandé de déléguer certains entretiens et c'est moi qui vais les gérer. C'est bien. Nous, on essaie de faire vraiment beaucoup pour nos employés, c'est jamais assez. Ils sont jamais contents. Et je pense qu'on n'est pas dans le pire, loin de là. Mais c'est jamais assez. Et honnêtement, en dirigeant les obligations que le gouvernement, et ça, c'est peut-être ce que je la semaine prochaine, c'est que ça nous épuise. Et moi, nous, on est plusieurs dans le même cas. Franchement, on a des petits PME. On aurait pu en dire, c'est bon. Et moi, je disais, je n'engage personne à créer une entreprise et surtout des employés. On est épuisé par. Il y a beaucoup de choses à avoir à l'esprit. On arrive, on a encore malheureusement au mois de la retraite, comment on peut faire? Je suis pas là. Mais c'est compliqué de tout suivre. Et pourtant, c'est super. Ce que je note quand même à travers ce qu'a dit Alexandra, qui est très très positif, c'est qu'en mettant des outils, non pas par obligation, mais par choix personnel, par éthique, on entraîne ses salariés dans cette mouvance-là. Pour avoir dirigé quand même des structures importantes de plus de 100 personnes, le fait, et tu l'as dit très très bien, le management intermédiaire, donc les chefs de service, tous ces gens-là, c'est l'idéal. Ces outils-là sont idéaux pour ces gens-là. Mais même, on n'a pas d'intermédiaire, on a des postes uniques, on a tout ça. Mais c'est toi qui deviens cette personne-là. Et si tu le vis dans ton corps, et bien tu vas entraîner les personnes dans ce mouvement, et tu auras moins de il commence à cette heure-là, parce qu'ils vont comprendre
Oui. Mais il y a de rééquilibrage à avoir. Je pense qu'il y a du rééquilibrage à avoir. De tout télétravail, c'est une aberration. Il y a des organisations qui fonctionnent que comme ça, et Ouais. c'est dans l'ADN, en fait, ils l'ont construit Voilà, mais si ça en fonctionne, amont et de manière réfléchie. tu as raison. Et Si d'autres ça viennent en fonctionne, arrière, il y a tout. ça Hein. va changer. Non, mais c'est... Mais les tests, tu l'as dit plusieurs fois, c'est-à-dire un terme que je ne connaissais pas. L'époque, L'époque. c'est pour les technos. L'époque. Je ne connais pas, mais je trouve intéressant. Ou le bac à sable, moi, si tu veux. ça de l'ABC testing dans le marketing. Hein. Mais c'est un bon moyen de tester une organisation, de revenir en arrière si ça fonctionne pas. C'est ça. Mais si on fait ce que tu dis, notamment ta méthode RESIS, qui permet régulièrement de faire un point avec ses collaborateurs, ils comprennent les choses. C'est très souvent un problème de communication. Oui, c'est ça, de compréhension et de sens. À la communication, alors j'aime pas le mot obligation, mais qu'on s'oblige à la communication par des points réguliers avec ses collaborateurs, c'est beaucoup plus fluide que si on passe au travers et puis qu'on n'a qu'un entretien par an où finalement on passe 2 heures. Mais je te rejoins à 100 000 %, on passe 2 heures et on oublie les 3 quarts. Donc c'est très bien de rentrer, mais il faut le vivre. Il faut dire je le fais pour moi et mes collaborateurs. Oui. Pour terminer, Patrick, Christopher, est-ce qu'il y a... On est convaincu? Est-ce qu'on termine sur une note positive? De toute façon, la problématique, que ce soit aussi bien pour les petites entreprises que pour les grandes, c'est les mêmes. Les évolutions de la société, on les suit tout pareil, qu'on soit petit ou gros. Après, il faut faire. Justement, il ne faut pas les subir. Non, mais je pense pas les subir à notre niveau, mais ce que je veux dire, c'est qu'on a les mêmes problèmes. Et après, les gérer, bon, c'est peut-être plus facile pour des grosses boîtes parce que de mettre en face les moyens humains que nous, on n'a pas. En fait, globalement, ce qu'on voit là, c'est la transformation actuelle d'un pays qui était industriel vers des services. Parce que ce qu'il y a, les emplois qu'on gagne sur l'automatisation, sur des postes comme ça, on les remet dans le service. Après, je ne suis pas tout à fait convaincu parce qu'une petite structure a une proximité supérieure avec ses salariés, va pouvoir il va pouvoir engager un dialogue qui va être supérieur. Enfin, en fait, il y a des inconvénients et des avantages. On connaît tout le monde, c'est une petite famille, une TPE. Bah oui, évidemment. On le ressent, et oui. Après, évidemment, quelqu'un qui a une boîte Il n'y a de pas besoin de 300 mettre un smiley pour savoir si ça va bien ou pas. Alors qu'une personne dans 150, c'est un peu plus dilué quand même. Alors, en termes de management, d'une manière générale, on est d'accord que humainement, on ne peut pas dépasser 10 personnes. Humainement, on ne peut pas manager plus de 10 personnes. C'est hyper compliqué. Non, mais après, quand on dit 10, ça peut être 11, ça peut être 9. Et c'est pour ça qu'après 10, il vaut mieux avoir des relais. C'est ça. Parce Oui. que vraiment, 10 entretiens multipliés par 4 après ta méthode, ça devient infaisable. Ils veulent pas que on est seul parce qu'ils font pas de chef. Le référent, C'est eh oui. que des postes uniques. Chef qui est un peu... C'est ça le... Parce que tu as combien de personnes dans ton organisation? Et tu fais 20 entretiens multipliés par 2 ou 3. Voilà, je m'arrête à 2 mois. Parce que, par contre, je les vois tous les jours. T'as tes points, t'as une organisation, oui. Mais dans une grosse boîte aussi, le chef de service, il passe son équipe tous les jours. C'est une super équipe. C'est les enfants, voilà, j'en ai 2 à la maison, mon mari plus les partenaires. Oui, t'avais dit que c'était 23. C'est une famille à part entière. C'est ça. Et c'est pour ça qu'ils sont mangeurs d'énergie Oui. et qu'on n'a pas les... Moi, j'ai pas les compétences, aussi bien RH que Moi, ce qui manque, c'est ça, c'est notre problème, c'est qu'on est un pour faire tout. Bah, et c'est ça. On sait bien que tous, on a des compétences, mais on a des faiblesses, des fausses faiblesses, et qu'il faudrait qu'on soit au top sur tout. Et ça, c'est la difficulté. Ou se Et on faire n'a pas les accompagner. se faire moyens accompagner. d'avoir un bras droit qui coûte le prix d'un bras droit. Se faire accompagner, participer au petit déj pro, Oui. On apprend plein de choses. Et puis c'est adhérer à pareil. l'ERET, on parlait des challenges sportifs, mais un collectif de TPE organise des challenges sportifs. Mais c'est vrai que peut-être ton modèle, c'est des entretiens de pas de moins de 20 minutes, tu vois, 20 minutes max. En fait, ça veut dire qu'il faut l'adapter. Ils sont tellement contents d'être cadrés, et c'est pas mon point fort de ils sont là. Donc ils le savent. En cas d'entretien, ils sont frustrés après. Ouais. Je sais pas faire, les formations. Non, mais oui, il y a plein de choses. Ouais, il y a peut-être des choses à repenser. 10h15, je vous Ouais, propose de il est clôturer le débordé. petit déj C'est pro. ça, exactement.
Pour ceux qui sont présents en présentiel, on va pouvoir continuer les échanges. Il y a encore quelques viennoiseries Ouais, et du exactement, thé, et du du café. En tout cas, Alexandra, merci beaucoup pour Merci à vous. ce propos. On va relayer ton message à la communauté. C'est ça. Et puis, j'insiste, soyez acteurs. Il y a en effet des contraintes, un cadre juridique législatif. Par contre, il existe des outils. En tout cas, je pense que si le dirigeant, le chef d'entreprise a conscience qu'il a des choses à mettre en place et que ça en va de sa santé, parce que derrière, en fait, il va être rattrapé par un marché concurrentiel, il y a plein de choses à mettre en place. Oui. Et moi, j'aimerais juste pour aller en haut rajouter, du sommet. je voudrais juste rajouter une phrase. Souvent, en fait, vous faites des choses, mais vous oubliez de le dire. Vous faites souvent plein de belles choses, en fait, incroyables. Et comme ça fait partie de votre quotidien, vous n'y pensez même plus. Et très souvent, il suffit juste de savoir le mettre en avant. Donner du sens. Merci Alexandra. Merci à vous.